À chaque instant de notre vie, nous pouvons tout changer. Mais souhaitons-nous véritablement remettre en cause nos attitudes, nos jugements, nos façons habituelles de faire? On en arrive justement à ton engagement, cette tout ce parcours, hem, semé d'opportunités. Pour certains, c'est semé d'embûches, mais toi, tu as répondu à l'appel et à chaque fois, de tes envies, de tes convictions du moment, enfin, comme on dit plus communément, tu as su t'écouter et ça t'a mené là où tu es aujourd'hui. Et aujourd'hui, tu es président de l'association, Mindfulness, solidaire ou MBSR solidaire. Tu vas nous le décrire et nous l'expliquer un peu plus en détail. Hem Et c'est devenu ton métier, ta profession et donc en 2014, tu es moine bouddhiste, non pas moine zen, pardon, c'est plus précis, moine zen, hem, donc et tu es, un grand méditant puisqu'il y a pas mal d'années derrière toi et d'un coup, on s'est arrêté tout à l'heure à ta profession de cuisinier, même s'il s'est passé beaucoup de choses pendant, ces années de cuistot, où tu as redécouvert la sophrologie et tu t'es formé à la sophrologie. Tu es retombé dans la méditation et jusqu'à devenir moine et puis aujourd'hui, tu es, président de cette association qui est très particulière et c'est sans doute ça qui m'a attirée. Quand, j'ai découvert, je ne sais pas par quel truchement du hasard qui n'en est pas un, sur LinkedIn, je t'ai vu apparaître à un moment donné, je dis: «Tiens, il est moine et il y a MBSR et solidaire, mindfulness et solidaire accolés. Mais qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire tout ça?» Et tu es pas moine avec un habit particulier, reclus dans un temple ou dans un lieu de méditation ou de retraite, tu es dans la vie de tous les jours et je ne savais même pas que ça pouvait exister, pour le dire franchement, qu'on pouvait associer tout cela dans une vie, je dirais, d'apparence ordinaire, celle de monsieur et de madame tout le monde, même si le fond est très différent et c'est là que j'aimerais, que tu nous racontes cette énième transition et bien sûr ce que tu fais au sein de cette association dont tu es président aujourd'hui. Avec plaisir, Sonia. En fait, donc la cuisine, ça a été aussi un long parcours, comme je te le disais, 17 années de pratique de la cuisine. Et en fait, là, encore une fois, au bout d'un moment, j'étais arrivé au bout d'un cycle, j'y trouvais plus vraiment mon intérêt. Je crois qu'il y avait aussi l'aspect physique, hein, parce que je suis plus tout jeune non plus. Et la cuisine, c'est vraiment quelque chose d'extrêmement engageant. Euh, et puis là, encore une fois, j'ai absolument pas cherché ça. J'ai rencontré moi aussi par hasard, si on peut dire ça, l'association Mindfulness Solidaire qui venait de se créer euh, et dont l'engagement, c'était justement de proposer la pratique de la méditation aux plus démunis, en tout cas aux gens qui étaient vraiment éloignés de ces pratiques-là. Et donc, moi, j'ai eu la chance, en fait, d'arriver au moment de la création. L'association venait de se créer il y a quelques mois. Et quand moi, je suis arrivé dans l'association, on m'a proposé d'aller au sein de l'armée du salut, d'animer des pratiques de méditation. Et chaque semaine, il y avait un d'entre nous, un de l'association, qui allait là-bas et qui proposait des petites séances de méditation. Pour vraiment accompagner donc les gens qui étaient dans ce CHU, dans ce centre d'hébergement d'urgence. Euh, on a tout de suite bien sûr senti que c'était un endroit difficile. Hein, il y avait de la souffrance, il y avait des difficultés matérielles, psychologiques, physiques. Et on a souhaité vraiment, on commençait déjà à réfléchir en fait à comment aider ces gens-là d'une façon un peu plus poussée.
Et c'est à ce moment-là qu'on a eu l'idée de créer un programme. On s'est dit vraiment pour les accompagner, la méditation c'est intéressant, ça leur permet de prendre soin d'eux, de ralentir, de prendre un peu de recul par rapport à leur vie. Ce qu'il faut dire, c'est que c'était inclusif, c'est-à-dire que tu avais dans ce CHU, dans ce centre d'hébergement d'urgence, participer à la méditation qui voulait, bien sûr. Donc, il y avait les agents d'accueil, les travailleurs sociaux, les agents de ménage, de cuisine, et bien sûr, les gens qui étaient hébergés. Donc, la plupart du temps, des gens qui étaient assez abîmés par la vie, qui avaient passé de nombreuses années parfois dans la rue. Et donc, on a senti que la méditation, c'était quelque chose d'aidant pour eux, que ça pouvait les accompagner. Et on s'est dit, ça serait bien d'aller plus loin. Et là, on a commencé à proposer les cercles de parole, en plus de la méditation. Donc, ça a permis aux gens de s'exprimer, de partager leurs difficultés, de partager leurs peurs. Et puis, au bout de quelques semaines, on s'est dit, OK, on va peut-être. On voyait qu'il y avait beaucoup quand même de colère, il y avait beaucoup de difficultés avec les émotions. Donc on a commencé à s'intéresser à l'intelligence émotionnelle en se disant ça pourrait vraiment les aider. Donc voilà, on a mis des pratiques comme ça bout à bout, et puis on s'est dit bon, on va vraiment créer quelque chose sur mesure pour eux, pour pouvoir les aider. Et c'est le seul rapport un peu avec le MBSR. Donc le MBSR, c'est le Mindfulness Based Stress Reduction. C'est un programme de pleine conscience qui a été créé dans les années 70 par le docteur John Kabat-Zinn, et il s'est basé aussi beaucoup Mhm. sur des études scientifiques, et on sait en fait que ce programme, donc le MBSR, il dure 8 semaines. Et donc notre propre programme qu'on a créé, on l'a basé aussi sur 8 semaines, parce qu'on sait qu'à partir de 8 semaines, il commence à vraiment y avoir des effets qui sont mesurables. Et donc, au bout peut-être de, oui, on a mis presque un an à créer vraiment ce programme, à le peaufiner. Donc ce programme, il est composé de cercles de parole. À chaque séance, tu as des cercles de parole avec des interrogations, des questions qu'on se pose. Tu as des- beaucoup de pratiques de méditation, bien sûr, et puis des éléments peut-être un peu plus ouais, techniques ou théoriques, notamment sur l'intelligence émotionnelle. Et puis, en fait, à chaque séance, on s'est dit, on va parler d'une thématique précise. Donc, on parle, eh ben, par exemple, du qui suis-je, on va parler de nos croyances limitantes, qu'est-ce qui nous freine dans la vie. On va parler justement des émotions, comment faire alliance avec nos émotions, comment on pourrait les utiliser pour peut-être vivre une vie un peu plus douce et plus épanouie. On va parler du pouvoir d'agir, notamment avec ces gens-là. Très souvent, ils se sentent impuissants, donc on s'est dit, ça pourrait être intéressant. On parle de la communication, enfin voilà, plein de sujets qui peuvent vraiment les aider. Et donc, on a proposé ce programme, je crois, 6 fois au sein de ce CHU. Et on a vu vraiment qu'il était extrêmement pertinent. Et en fait, c'est à ce moment-là que je me suis dit, moi, voilà, effectivement, j'ai une longue expérience de la méditation. Par contre, ben, je ne connais pas du tout le MBSR, je ne connais pas du tout la méditation laïque. On avait l'intention déjà dès le début de la création de l'association de proposer ces programmes-là justement dans des univers comme je ne sais pas, les hôpitaux, les prisons, les centres d'hébergement d'urgence, les entreprises d'insertion. Et donc, on s'est dit collectivement, ça serait bien qu'on ait une qualification pour pouvoir vraiment avoir la légitimité, pour être reconnu aussi par les ministères, parce qu'on a été reçu plusieurs fois dans les ministères pour pouvoir aller justement dans des endroits comme ça un peu sensibles. Et je me suis dit, c'est important que je me forme en fait comme instructeur de méditation laïque, donc MBSR, pour pouvoir aller dans ces endroits-là. Mais j'ai appris aussi beaucoup de choses. C'était vraiment extrêmement passionnant. Encore une formation de 2 ans, euh, vraiment sérieuse, approfondie, et qui m'a ouvert beaucoup de portes, même si moi, personnellement, je ne propose pas ce programme-là auquel j'ai été formé, tout simplement parce qu'en fait, le programme que l'association a créé, donc qui est notre propre programme, qui est un programme d'intelligence émotionnelle, m'a tellement comblé, je le trouve tellement intéressant et tellement pertinent que c'est ce programme-là, en fait, qui occupe mes journées.
Et peut-être juste pour faire un petit point là-dessus, on a fêté il y a le mois dernier 100 programmes. C'est-à-dire qu'en 7 ans, on a fait 100 programmes et on a accompagné un peu plus de 1000 personnes et 180 détenus. Hein, l'association voilà, se rend dans tous ces endroits-là pour pouvoir soutenir, accompagner tous ces gens qui sont éloignés de la pratique. Alors, il y a aussi quelque chose que je n'ai pas dit qui est très important de dire, c'est qu'en fait, on a eu un grand choc quand on a été dans ce premier centre d'hébergement d'urgence. On a été extrêmement surpris par la souffrance en fait des soignants et des travailleurs sociaux, des gens qui accompagnent. Et on s'est vite aperçu qu'en fait, dans leur formation, ils n'avaient pas vraiment d'outils ou de pratiques. Et puis, même moi, enfin, je veux dire, avant d'aller dans un centre d'hébergement d'urgence, je ne pouvais pas imaginer les difficultés que ça pouvait être, la Mmh. souffrance en fait qui pouvait être Mmh. présente. Et faire face à cette souffrance en fait tous les jours, tous les jours, tous les jours, d'accompagner des gens qui sont dans une grande misère, qui ont des problèmes d'addiction, qui ont des pathologies mentales, et puis qui sont vraiment voilà, dans des passes, hein, dans des moments très très difficiles de leur vie. Ça demande beaucoup de résilience, ça demande beaucoup ouais, de solidité. Et donc, on a pensé que c'était extrêmement aussi important d'accompagner ces gens-là qui le méritaient vraiment et que ça pouvait vraiment les aider d'avoir toutes ces clés, en fait, et ces outils pratiques Mmh. pour pouvoir soutenir leur vie. J'ai une question qui me taraude un peu parce que c'est plutôt assez terre à terre, hein, j'avoue, comme question. Tu parlais de programme de 8 semaines. Hem, donc c'est un programme que je conçois tout à fait, sa mise en place quand il s'agit de détenus, parce qu'ils sont là, ils bougent pas. Quand Mhm. il s'agit des équipes aidantes et des équipes encadrantes, parce qu'elles sont là, en général, elles bougent pas. Mais quand il s'agit de personnes à la rue, dans des hébergements d'urgence, enfin celles qui sont très mouvantes, heu, est-ce que ces programmes-là ad ont été adaptés ou on fait autre chose avec ces personnes? Parce qu'avoir un groupe de 10 personnes, j'ai fait, vite fait un calcul, hein, tu parlais de 1000 personnes, de 100 programmes, donc il y a 10 personnes à peu près. Est-ce qu'on peut, avoir un programme, dans le temps avec des personnes qui bougent tout le temps en fait, qui parfois il y en a qui disparaissent au sens physique du terme, qui meurent même dans la rue et comment de manière pratico-pratique c'est possible d'aller vers ces personnes-là qui ne sont, jamais au même endroit? Alors paradoxalement, là où on a le plus de difficultés, c'est en prison, mais c'est pas du tout dans les centres d'hébergement d'urgence. En fait, en prison, on est souvent surpris parce que tu as des détenus qui vont être transférés, qui vont être en fin de peine, qui vont partir au parloir, qui vont partir, à l'hôpital, donc c'est parfois assez compliqué, ou qui vont être, mis au mitard parce qu'il y a eu un problème. Dans les CHU, hein, les centres d'hébergement d'urgence, c'est souvent en tout cas nous, les centres avec lesquels on travaille, c'est souvent des séjours de long terme, hein. Dans les CHU, on peut rester 2, 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans. Alors ça dépend des CHU, hein, c'est souvent des séjours assez longs, donc on a peu de difficultés, vraiment. D'accord. Ouais, non, non, c'est vraiment pas dans les CHU, on Ouais. arrive sans problème à les accompagner pendant 2 mois. C'est assez rare qu'il y ait, voilà, quelqu'un qui soit pas là. Avec les équipes soignantes ou encadrantes, c'est parfois plus difficile parce que, bah, tu imagines bien si on arrive par Ça peut exemple au tomber service. à un mauvais moment. Bah, oui, Mmh. puis on retire, 10 membres de l'équipe soignante d'un coup. Donc, Mmh. il faut vraiment l'organiser en amont. Donc c'est parfois un peu compliqué. Il faut faire preuve d'adaptation, et ça aussi on le Mmh. fait. C'est-à-dire qu'en fait, dans l'absolu et dans la théorie, on essaye de proposer un programme linéaire qui se déroule toutes les semaines pendant 2 mois. Des fois, le programme va s'étaler sur 3 mois parce qu'il y a des vacances ou parce qu'il y a des impératifs, dans la Mmh. structure qui fait que, mais c'est pas du tout gênant. Pourquoi ces moments où l'on s'arrête, où l'on ralentit sont-ils si précieux? On se rend disponible, présent, on se met en lien, en contact avec la vie qui s'écoule, là, tout doucement.
Et j'avais, alors c'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque et c'est pas tant ce que je pense moi, mais je peux imaginer que dans l'esprit des personnes qui vont écouter, cette conversation, que cela vienne. On est face à des, personnes qui sont en grande précarité, en grande difficulté, heu, où, pour reprendre des images de la pyramide de Maslow, on est tout en bas. C'est-à-dire qu'il manque la sécurité, la nourriture, le toit sur la tête, se sentir, en sécurité et bien avant tout le reste et on leur propose un programme qui pourrait paraître comme un petit pansement sur un gros bobo. Je fais exprès, hein, de caricaturer et je c'est pas du tout une critique de ma part. Hem, Comme un pansement, heu, ça me renvoie en fait à cette notion de bien-être et de mieux-être et voire de santé. Si tu es là, c'est aussi parce que mon podcast parle de médecine intégrative et on sent dans cette démarche qu'en intégrant quelque chose qui paraît être presque bobo, je fais exprès, hein, de grossir le trait et de caricaturer, parce qu'il y a beaucoup de bobos ou des personnes qui peuvent se permettre de faire du yoga pour se sentir mieux, de faire de la course pour se sentir mieux, je parle de la course à pied, de la méditation, de s'offrir des programmes et des retraites. On n'est plus dans la base, hein, des besoins fondamentaux pour survivre. On est au-delà. On va chercher ce mieux-être, cette spiritualité même, je dirais, parce qu'on est en recherche de spiritualité souvent. Et là, c'est comme si on redescendait du haut de la pyramide, de la spiritualité, de ce mieux-être, vers quelque chose de très fondamental comme manger et boire. Et je trouve ça très intéressant comme démarche. Et j'aimerais que tu mettes tes mots de méditant, de président de cette association, d'expert aussi et inspirant là-dessus. Si je me suis bien exprimée, hein, sur ma pensée, caricaturée et caricaturale. Ce qui est important de dire, Sonia, c'est que en fait, les gens dont on s'occupe, qui sont donc dans des structures déjà d'accompagnement, euh, ils ont justement cette sécurité. Ils ont un toit, hein, dans un centre d'hébergement d'urgence, ils ont un lit, ils ont une chambre, ils ont à manger, et ils ont justement, voilà, ils sont sortis de cette extrême précarité qui font qu'ils ont déjà justement la base. C'est vraiment une base, et c'est aussi pour ça que là, quelque part, et c'est très juste ce que tu dis, c'est pour ça d'ailleurs que c'est extrêmement, on va pas dans la rue en fait, c'est extrêmement compliqué de les accompagner dans la rue. C'est quelque chose, on en parlera parce que c'est quelque chose qu'on a l'intention de développer. Mais là, on prend des gens en fait à un stade où ils sont déjà dans une forme de sécurité et que justement, on peut commencer à essayer de les aider à poser des bases pour, euh, pour qu'ils puissent se stabiliser, hein. Il y a beaucoup de problématiques de santé mentale, notamment, hein, dans les centres d'hébergement d'urgence. C'est aussi, par exemple, tu vois, pour ceux qu'on va dans les entreprises d'insertion. Là aussi, c'est des gens qui ont connu vraiment la rue, la précarité, mais qui commencent vraiment à se réinsérer. Et c'est le bon moment, justement, pour qu'on les accompagne, pour qu'on leur donne des clés sur l'intelligence émotionnelle, sur le savoir-être, sur comment ils peuvent arriver à communiquer avec les autres d'une façon peut-être plus fluide, plus douce, comment ils peuvent prendre soin d'eux pour pouvoir continuer à progresser, à avancer. Euh, Là encore une fois, c'est peut-être le plus pertinent, c'est en détention, en fait. Pour te dire, le dernier programme que j'ai eu l'occasion de faire, euh, j'en ai fait un à la maison d'arrêt de Fresnes, mais j'en ai fait un juste avant à Villepinte. Et au bout de 2 mois, les détenus nous ont dit, on vous est extrêmement reconnaissant parce que vous nous avez traités comme des êtres humains et vous nous avez reconnus dans toute notre dimension humaine. Donc, on se dit ça déjà, tu vois, il y a une dimension de guérison qui est extrêmement importante. En fait, le simple fait de pouvoir dialoguer avec eux, de leur laisser de la place, de leur apporter de la considération, du respect, de les écouter, d'écouter leurs paroles, d'écouter ce qu'ils ont à dire, ça, c'est déjà, ça guérit en fait beaucoup. Après, tout le reste,
Voilà, c'est des clés, c'est des outils, c'est des pratiques. Certains s'en emparent, d'autres pas. Certains, ça change leur vie, d'autres pas. Mais nous, notre accompagnement, il est là, en fait. C'est de pouvoir vraiment leur redonner une place. Et ce qui est valable pour les détenus est aussi valable voilà, dans les centres d'hébergement d'urgence. Il y a vraiment cette notion d'humanité commune, mais qu'on retrouve avec les soignants, hein, qu'on retrouve avec les travailleurs sociaux qui on a des témoignages, par exemple, qui nous disent, mais vous savez, depuis que vous êtes là avec nous, eh ben, ça a vraiment beaucoup changé l'ambiance dans notre cadre de travail. Voilà, je sais pas, imagine Monique, elle travaille au 5e étage, on se croise à la machine à café. Ça fait 10 ans qu'on travaille ensemble, on ne s'est jamais parlé véritablement. Et là, en fait, votre programme, c'est l'occasion de la connaître, de la rencontrer, de partager avec elle, de comprendre qu'elle vit les mêmes difficultés que moi. Et du coup, ça crée une solidarité, ça crée une humanité qui est extraordinaire. Et c'est là, en fait, qu'on peut vraiment apporter, tu vois, ça va bien au-delà de juste de la méditation ou de l'intelligence émotionnelle. On traverse, en fait, quelque chose ensemble, hein. Pendant 2 mois, on va Mmh. traverser un tas d'émotions, tout un tas de pratiques qui vont créer quelque chose. Et c'est ça Mmh. aussi le savoir-faire d'un instructeur mindfulness solidaire, c'est d'être capable déjà d'aller en prison, le lendemain d'aller faire un programme avec, je sais pas moi, la directrice générale du SAMU social de Paris et puis les équipes qui l'accompagnent. Le lendemain, de se retrouver dans une entreprise d'insertion avec des migrants, avec des gens qui ont été en très grande précarité, avec des handicapés aussi parfois. Donc voilà, adaptation maximum. Et en fait, ce programme-là, je ne vais pas en parler en détail, c'est pas forcément le sujet, mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir être à leur service. Et si tu veux, c'est vraiment une boîte à outils. Mmh. Donc, vraiment sortir la bonne pratique de méditation, le bon sujet au cercle de parole, le bon contenu théorique pour vraiment les aider au maximum, les accompagner là où ils en sont au jour d'aujourd'hui. En fait, nous, et c'est pour ça qu'on n'a pas choisi en fait d'enseigner le MBSR parce que pour nous c'était trop standardisé. Nous, vraiment, l'idée c'est de les accompagner là où ils en sont et qu'est-ce qui peut vraiment être utile pour eux là maintenant. Et c'est ça qu'on va Mmh. leur offrir à ce moment-là. D'accord. En t'écoutant, en fait, je me rends compte plutôt, hem, c'est comme si, ce programme-là donnait, les outils, pour reprendre ton terme, de cette boîte à outils, aux personnes à se réinsérer dans la vie, entre guillemets «normale». Ça m'a fait penser à quelque chose, aux chiffres, heu, aux statistiques qui démontrent qu'il est très compliqué que les personnes qui ont vécu dans la rue longtemps se réinsèrent. C'est-à-dire il y a comme un échec, d'une grosse majorité. C'est-à-dire qu'ils retournent à la rue d'une manière ou d'une autre, parce ils ont connu ça depuis tellement longtemps qu'ils sont comme reformatés. Et pareil pour les prisonniers, une fois qu'ils sont arrivés au bout de leur peine, et qui ressortent, dans affronter la vie de tous les jours, retrouver un travail, peut-être sortir de la spirale dans laquelle ils étaient, qui les a menés en prison, ou des addictions, et que tout ça, va aider, des personnes à se réinsérer. Est-ce que tu es d'accord avec cette conclusion, je dirais? Oui, alors si tu veux, je pense que notre programme, il est particulièrement pertinent et on a des retours parfois complètement incroyables. Si tu veux, nous, à travers ce programme, on s'attaque au mode de fonctionnement des gens. Et en fait, c'est là qu'on va tout changer, justement, parce que le mode de fonctionnement interne fait qu'en fait, ça bouleverse toute ta vie. Par exemple, le programme là, qu'on a fait à la maison d'arrêt de Villepinte, on a accompagné 10 détenus pendant 2 mois, et la plupart ont vraiment ils ont changé leur façon de fonctionner. Donc c'est énorme. En fait, même l'addictologue qui nous avait invités était lui-même extrêmement surpris parce que justement, au départ, il pensait que c'était juste un programme de méditation. Et il n'avait pas compris à quel point nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment à ce que les gens euh,
se retrouvent face à eux-mêmes et puissent interroger en fait tout ce qui se passe dans leur vie. Quels choix ils ont fait, c'est quoi leurs valeurs, qu'est-ce qui les motive réellement, qu'est-ce qui est important pour eux, qu'est-ce qui les fait souffrir. Et tu vois, toutes ces choses-là qui sont parfois en filigrane dans le programme, fait que, eh ben, il y a vraiment des bouleversements profonds. Et la réinsertion, en fait, elle est là. Et ce qui est marrant, c'est que ça a un côté universel, en fait. Il n'y a pas très longtemps, j'ai eu l'occasion d'accompagner 14 soignants. Il y en avait 4 qui avaient fini à l'hôpital pour burn-out. Et c'est la même chose, en fait. Qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu interroger leur mode de fonctionnement. Pourquoi elles en étaient arrivées là aussi? Pourquoi elles se Mmh. sont retrouvées dans ces difficultés-là? Et c'est là que ça devient profond et c'est là que le programme est vraiment efficace parce qu'on va au fond des choses, en fait. On ne transmet pas simplement des pratiques de méditation ou des contenus théoriques. On cherche vraiment à changer, en tout cas à provoquer vraiment leur curiosité, leur intérêt pour aller en profondeur. Et ça, il y a beaucoup de gens, tu le sais, il y a beaucoup de gens qui remplissent toute leur journée justement pour pas avoir à affronter ça, pour pas regarder ça. Qu'est-ce qui se passe? Comment je vis les choses? C'est quoi ma vie? Et nous, c'est ça qu'on va toucher dans le programme là. On va vraiment aller là. Et donc, parfois, certains travailleurs quittent leur boulot parce que, comme on a vraiment été en profondeur explorer ça, ils se disent effectivement, c'est vrai que ça me convient pas en fait. Et c'est pas ce que j'ai envie de vivre. Et là, je suis véritablement en souffrance et je me respecte pas. Donc, il serait peut-être temps que je change des choses en moi. Nous, c'est vraiment ce programme, il est fait pour ça en fait, pour que les gens aient l'opportunité de s'interroger, de faire une pause, de prendre un peu de recul, de faire un pas de côté et pour aller au plus près d'eux-mêmes, au plus près de leur vie. Et on leur partage souvent ça, mais on n'a qu'une seule vie, donc hein, chaque seconde est une vie. Donc il faut vraiment la vivre à 100%. Oui, Et donc, la vivre à 100. oui, puis L'éternité d'un instant. l'authenticité, quoi. L'authenticité, vraiment être aligné, ça aussi, c'est quelque chose de très Mmh, important. mmh, mmh, mmh. Être aligné avec ses valeurs, avec sa vie, avec son intimité, tout ça, c'est C'est vraiment important. important, c'est même vital. Ben oui. Heu et oui, Eric, alors tu as fait une transition, une très jolie transition vers ce que je voulais, dire après et présenter ton livre. Chaque seconde est une vie, mais avant cela, je me faisais une remarque en t'écoutant, que ces programmes de MBSR et d'intelligence émotionnelle devraient être, un programme, instauré dans les entreprises. Heu, En particulier pour les managers qui sont souvent pris entre l'enclume et le marteau. Ils ont une responsabilité, mais souvent ils ne décident pas grand-chose, de ce qu'ils doivent imposer à leurs équipes, et ils se retrouvent souvent pris, entre 2 feux et en voulant bien faire et rien lâcher, et plaire à peut-être aux 2 parties, se retrouvent dans des situations de dépassement, voire de burn-out et que sans doute, on éviterait beaucoup de choses, beaucoup d'accidents de vie si, ce type de programme était instauré, quasi automatiquement, comme on instaure un programme de je sais pas, de performance, commerciale ou dans les programmes de management, tout simplement. Moi, j'ai été manager et j'ai eu la chance d'être très formée. C'est déjà une entreprise qui proposait beaucoup de choses, hem, qui proposait des choses aussi autour du bien-être, mais je n'ai jamais entendu parler, à mon niveau, hein, je ne dis pas que ça n'existe pas, de programmes de MBSR au sein des entreprises et que, bah, ça serait super. Quelqu'un a dit qu'en apprenant la méditation aux enfants, on changerait le monde en 2 générations et peut-être qu'en une seule génération de managers, formés à la MBSR, on changerait le monde, de l'entreprise et de l'intérieur, ce qui serait beaucoup dans ce monde capitaliste où l'économie est basée quand même sur, ces entreprises-là et donc pour, revenir à ta phrase: «Chaque seconde est une vie et à vivre pleinement».
tu as écrit et publié un livre aux éditions Le Duc qui porte ce titre justement, Chaque seconde est une vie, que j'ai cité en début de cette conversation, qui a été un livre préfacé par Mathieu Ricard. Tu es aussi impliqué dans les enregistrements de programmes de Petit Bambou. Donc, quand on ouvre l'application Petit Bambou, cette application de méditation, on peut tomber sur des programmes qui ont été enregistrés par ta voix pour nous guider dans la méditation. Et j'imagine que tout ça est tout à fait en lien avec déjà ce que tu fais au quotidien. Comment tu le vis? Est-ce que c'est Je fais exprès de caricaturer parce que j'aime bien pousser le trait pour avoir, la vérité derrière. Hem, c'est un complément de revenu? C'est une passion? C'est un side project? C'est quoi dans ta vie de tous les jours, ces programmes-là et ces projets? Alors écoute, la base en fait, c'est que, Mindfulness Solidaire a toujours été soutenu par Petit Bambou et tu retrouveras d'ailleurs une partie de notre programme sur l'application Petit Bambou. En fait, l'idée, c'est que quand on accompagne des gens, alors pas en détention parce que c'est pas possible, mais si par exemple on fait un programme avec des travailleurs sociaux, on va leur envoyer, en tout cas s'ils le souhaitent, un lien gratuit pour qu'ils puissent justement suivre notre programme sur Petit Bambou pour que ça les accompagne au-delà du programme. Et en fait, de fil en aiguille, ils m'ont proposé d'enregistrer un programme. Mais encore une fois, c'est pas moi qui étais le chercher, c'est comme le livre, hein, jamais j'aurais pensé faire un livre, on me l'a proposé. Non, c'est pas un complément de revenu, j'ai écrit un programme il y a 2 ou 3 ans pour Petit Bambou, là je viens d'en enregistrer un deuxième, donc tu vois, Non, pour moi c'est plus symbolique et c'est toujours dans cette idée de transmission. Moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Euh, de pouvoir transmettre. Si tu veux, pour moi, en fait, la méditation laïque, c'est vraiment un moyen habile de toucher des gens qu'on ne toucherait pas avec le bouddhisme. Et voilà, le fait de pouvoir aller en prison, parfois même on évite le terme méditation. Il y a certaines encore, hein, en 2024, des prisons, on va parler plutôt d'intelligence émotionnelle parce que ce terme, il est encore très associé justement au bouddhisme. Euh, donc les programmes de Petit Bambou, qui sont là aussi de la méditation laïque, finalement, c'est l'occasion d'échanger sur des thématiques, de proposer des éclairages en fait, qui peuvent être en lien avec la tradition bouddhiste ou pas d'ailleurs, mais des choses vraiment qui vont pouvoir aider les gens. Et moi, je trouve que c'est ça en fait. Moi, en tout cas, c'est ça qui m'intéresse. C'est ce que je fais à travers l'association Mindfulness Solidaire, c'est d'essayer d'accompagner les gens vers une vie plus épanouie, plus juste, voilà, une vie qui leur ressemble, une vie qu'ils pourront voilà, savourer vraiment. Mais je m'aperçois, ça fait maintenant 7 ans que je fais ça, il y a beaucoup de souffrances, pas que en détention, pas que dans les centres d'hébergement d'urgence. Il y a beaucoup de souffrances d'une façon générale autour de moi, que ce soit des cadres, comme tu le disais, en entreprise, des managers. Ça m'arrive d'en accompagner des infirmières, des travailleurs sociaux. Euh, et voilà, je pense que la méditation peut vraiment les aider. L'intelligence émotionnelle, la pratique des cercles de parole aussi. Donc moi, en fait, j'essaye de mettre tout ça au service de ces gens-là pour qu'ils puissent avancer. C'est aussi pour ça que je propose des retraites. Pour moi, c'est un format vraiment intéressant parce que ça permet d'accompagner les gens sur quelques jours, 3 jours, 6 jours, 10 jours, et d'aller du coup beaucoup plus en profondeur et de partager vraiment des moments de vie, de partager une expérience qui aura un grand retentissement. Moi-même, je continue à suivre des retraites en tant que participant et je vois tout ce que ça peut m'apporter. Donc, je sais que en tout cas, moi, c'est un format qui me va bien et donc tous les moyens sont bons, hein. Je fais aussi, je partage la pratique de la méditation sur la page Facebook Présence depuis le confinement, quasiment, hein, depuis la fin du confinement. Donc ça fait maintenant au moins 3 ans. Toutes les semaines, sauf pendant les vacances, mais toutes les semaines, à titre bénévole, je propose des méditations. Tu vois, c'est toujours cette idée d'accompagner, de soutenir le plus possible.
Et oui, c'est vraiment la transmission est dans la continuité de ce que tu fais, donc il y a beaucoup de cohérence, heu, de tes différentes activités. Ben, je vois comment ça Elles a vont dans pu le même sens, dans le même flow, dans le même sens du flow. je vois comment ça a pu m'aider, donc je me dis: Ça peut aussi aider les autres à Mmh. cheminer parce que de toute façon, il y a pas d'expert, il y a pas de je me considère pas du tout comme un expert en méditation. Je me considère comme un pratiquant qui a un peu d'expérience, mais c'est un chemin, vraiment. Mmh. Et c'est quand on dit souvent, c'est quand on se lève du coussin que la vraie pratique, elle commence. C'est dans la vraie vie que justement tout ça. Et d'ailleurs, j'avais envie de partager une citation que j'aime beaucoup, qui est très courte. Oui, Euh, une et moi citation j'avais d'Al- envie de te demander justement, mais c'est sans doute, congruent avec ce que je vais te dire. Heu, Tu parlais de c'est quand on se lève du zafu ou du coussin que la pratique commence parce qu'il faut se rejeter, dans le monde, tel qu'il est et faire avec. Et justement, le monde actuellement est très agité, en France comme ailleurs. J'ai pas le souvenir d'avoir vécu cette agitation depuis très longtemps. Il y en a toujours, mais là, c'est particulier. Même la météo s'en mêle, c'est très particulier en ce moment. Là où je vis en tout cas, j'ai une météo, c'est très calme la journée et la nuit tout se déchaîne, mais vraiment, c'est des gros, gros orages, des éclairs et des tonnerres pendant des heures avec des pluies diluviennes qui cessent dans la nuit et ça recommence. Il y a comme un message, je sais pas, il y a quelque chose que je ressens. Donc il y a une agitation, un désordre même, je dirais, autour de nous en ce moment. Et donc, tu as un conseil, une citation peut-être? Puisque Exactement. tu allais, en parler. Une citation d'Aldous Huxley qui dit: l'expérience, ce n'est pas ce qui arrive à quelqu'un, mais ce que quelqu'un fait avec ce qui lui arrive. Et c'est vraiment un très beau résumé. C'est vraiment, moi, quelque chose que j'essaie de transmettre aussi. On ne choisit pas les événements qui traversent nos vies. Et comme tu le dis, en ce moment, c'est difficile. Il se passe beaucoup de choses. Par contre, ce qui nous appartient, c'est ce qu'on fait avec ces événements-là et le sens qu'on va leur donner. Et je trouve que cette posture-là, elle est très importante parce que du coup, ça nous met dans une forme de responsabilité. Voilà, je ne suis pas responsable de ce qui se passe autour de moi. Par contre, je suis responsable de qu'est-ce que je vais faire avec ça. Et voilà, pour te citer un peu des exemples concrets là, de ce qui se passe dans l'actualité. Hein. On est en juin 2024. Moi, je croise des gens qui sont effarés, des gens qui pleurent, des gens qui sont en dépression, des gens qui sont extrêmement anxieux. Et puis, il y en a d'autres qui vont se retrousser les manches, il y en a d'autres qui vont agir à leur niveau. Tu vois, voilà, on choisit pas ce qui arrive autour de nous. Par contre, qu'est-ce que je fais avec ça et quel sens je donne avec ça. Et pour moi, c'est vraiment une belle leçon. En fait, moi, j'essaye, et c'est ce que j'essaye de faire avec Mindfulness Solidaire. Hein. J'essaye vraiment d'accompagner, d'agir en fait à mon niveau. Je sais que voilà, bon, je peux aller voter, ça c'est important bien sûr, mais il y a plein de choses que je ne peux pas changer. Par contre, à mon propre niveau, à mon petit niveau, eh bien, je peux essayer vraiment de soulager du mieux possible la souffrance qui est là autour de moi. Je peux essayer peut-être de guider, de conseiller, de soulager. C'est ma Mmh. mission, c'est la seule chose que je puisse faire. Donc je le fais avec le cœur et avec envie. Mmh. Eh bien, merci beaucoup Éric, Salin Mioken pour, donner ton nom au complet. Hem, je reviens à des choses très terre à terre, mais il en faut. Dans le descriptif de ce podcast, je parle aux auditeurs et auditrices. Vous trouverez, des liens pour aller, retrouver Éric au-delà de cette conversation sur son compte LinkedIn, sur son compte YouTube, sur Facebook où tu es, assez actif et puis bien sûr, découvrir cette belle association Mindfulness Solidaire. Elle a un site et je mettrai bien sûr toutes les informations nécessaires pour retrouver cette association et si cette association, vous intéresse
pour une raison ou pour une autre, vous pouvez envoyer directement un message via le site et l'association et les membres de cette association se feront un plaisir de vous répondre. On arrive à la fin de cette longue conversation, euh, très fluide, que j'ai trouvé vraiment fluide, dans le flow, comme on dit, qui te ressemble tellement, Eric. Merci. Euh, il y avait une belle énergie, j'ai ressenti une belle énergie, à la fois quelque chose de très ancré et quelque chose de très apaisant en même temps. En tout cas, c'est mon vécu pendant cette plus d'une heure. Ça fait 70 minutes que nous conversons. Et merci encore vraiment pour tout, Eric, pour tes enseignements et surtout merci pour ce que tu fais au sein de cette association. C'est vraiment admirable. Enfin, en tout cas, moi, je trouve que c'est admirable. Et à bientôt. Merci à toi, Sonia. À bientôt. Merci pour ton écoute jusqu'ici et merci pour ta fidélité. J'espère que tu as apprécié cet entretien atypique, inspirant et si humble à la fois. Ces 2 derniers épisodes concluent en beauté et sérénité la saison 6. Il est le dernier avant une longue pause podcastique. Pour ne rater aucun des prochains épisodes de la rentrée et pour rester en contact avec des contenus différents, je t'invite à t'abonner à la newsletter via le lien dans la description ou tout simplement à mon compte Instagram, Conteuse Végétale. Merci pour tout, bel été et très belles vacances.